Philippe Catteau, bonjour. Bonjour Christophe. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de se retrouver. On se suit de livre en livre. C'est vrai qu'on se voit de plus en plus régulièrement. Exactement. Et aujourd'hui, c'est pas une fiction. Le dernier c'était un thriller, une fiction, et puis là vous proposez un récit. Donc on est un peu plus sur un point de départ plus personnel, intime. Et ce livre s'appelle « Je n'ai pas tué mon père », disponible aux éditions Le Cherche-Midi. Et vous avez écrit ce récit pour créer une réflexion sur l'euthanasie. Oui, en réalité, c'est un genre un peu inédit parce que c'est un mélange d'un livre à suspense avec le lecteur qui a envie de connaître la fin, de savoir la vérité, et c'est ça qui l'emporte jusqu'au bout du livre. Et en même temps, il y a quelques paragraphes qui ressemblent un peu à un essai dans la mesure où ça invite à la réflexion, où ça donne de l'information, parce que c'est un suspense sur un sujet de société, comme on venait de dire, donc qui est la liberté de disposer de soi. Et généralement, les lecteurs, d'ailleurs, me disent que c'est plutôt la première partie qui l'emporte, c'est-à-dire pendant la lecture, c'est un peu connaître la vérité, aller jusqu'au bout du livre, savoir ce qui s'est passé. Et puis une fois qu'on a fermé le livre, effectivement, c'est une invitation à la réflexion. Généralement, c'était l'objectif recherché, et c'est ce que disent ressentir les lecteurs, donc c'est bien le but, je crois, est atteint. Alors vous nous parlez de votre père qui a une maladie incurable, qui est condamné, et à partir de là, vous êtes-vous confronté avec votre famille, votre mère, votre... C'est ma sœur, tout à fait, mon frère également, donc, voilà. Toute la famille confrontée à la situation, tout à fait. Oui, si vous voulez, on a découvert, enfin moi ce livre a été en réalité une lente maturation, parce que je suis quelqu'un qui est soucieux de la liberté d'entreprendre, liberté d'expression, etc. Et puis il y avait déjà eu un événement de la vie qui s'était greffé là-dessus, une maladie qu'on m'avait diagnostiquée, donc, et je m'étais interrogé sur la liberté à disposer de soi-même. Donc si la souffrance envahit votre quotidien, à un moment donné, la possibilité légale, enfin pas un suicide improvisé, mais d'y mettre fin. Et donc ça avait fait de moi un pro-euthanasie, on va dire, passif. Et puis les conditions que vous venez d'évoquer du décès de mon père, donc eh bien on crée une urgence parce que j'ai trouvé que les conditions de souffrance insupportables, inutiles, étaient à mes yeux inacceptables, et donc c'est devenu une urgence, et ce livre, je l'ai écrit comme un premier acte de quelqu'un, d'un pro-euthanasie actif maintenant, et voilà, et j'aimerais bien faire avancer ce sujet au niveau de la société, parce que c'est la dernière liberté qu'on doit conquérir, enfin, ou celle qu'on ne nous reconnaît pas. Donc voilà, et les conditions du décès, effectivement, étaient particulièrement difficiles. Le titre du livre, « J'ai pas tué mon père », je trouve qu'il est bien votre titre. Expliquez-le. Oui, en fait, si vous voulez, quand mon père est arrivé dans les derniers instants, on a, comme il a fait d'ailleurs, fait lui-même pour ses parents, enfin, appelé le médecin en disant bon il faut l'aider à partir parce que les souffrances sont trop fortes. Et on a été très surpris lorsque le médecin nous a dit mais je ne peux pas le faire, alors qu'on avait effectivement pour nos grands-parents fait une dose de morphine plus importante, et ils étaient partis sans souffrance, sans conscience. Et on pensait qu'il allait nous dire oui, qu'il allait faire la même chose pour notre père, et il nous a dit que c'était plus possible depuis la loi Leonetti de 2005 qui venait pénaliser l'injection de morphine avec pour objectif donc de faire partir le patient. Donc on s'est retrouvé tout seul à la maison avec mon père qui souffrait donc de plus en plus et sans possibilité d'agir, enfin tout au moins, c'est-à-dire qu'à ce moment-là vous avez le cœur qui dicte le chemin et la loi qui l'interdit, donc ça devient très compliqué. Et donc ma première réaction, et sans vouloir déflorer le livre, c'était de me substituer au médecin, donc d'aider mon père. Je crois qu'on a tous cette envie quand on voit quelqu'un proche souffrir, avoir des souffrances insupportables, et je ne vais pas déflorer le livre, donc je vais laisser le soin au lecteur de découvrir un peu ce qui s'est passé et comment on a géré la suite, mais le point qui nous a choqué, c'est le fait qu'il n'y a plus de réponse, il n'y a pas de réponse par la médecine parce que la loi l'interdit, et donc ça fait vivre des choses qui sont extrêmement difficiles et que les familles connaissent parfaitement en France. Justement, la loi Leonetti est insuffisante aujourd'hui.
Oui, la loi Leonetti... Alors, pour que les internautes et futurs lecteurs comprennent en quoi elle est insuffisante aujourd'hui. En fait, si vous voulez, la loi Leonetti est venue interdire donc l'injection de morphine avec pour objectif, donc, quand elle avait pour objectif d'abréger la vie du patient. Donc ça a supprimé cette once de liberté qui permettait aux médecins d'aider le patient dans les dernières heures ou les derniers jours et donc d'activer, d'accélérer son départ. Donc cette loi est venue l'interdire et donc comme je disais, c'est un grand bond en arrière. Et puis il y a une loi qui a été votée en 2016, donc sous l'impulsion du président Hollande, qui est celle, quand on est en difficulté, quand les douleurs deviennent insurmontables, la possibilité de mettre le patient sous sédation, donc en fait en réalité en coma artificiel. Mais cette loi, à nouveau, tourne autour du sujet mais ne le traite pas, et elle est parfaitement hypocrite dans le sens où la mise sous sédation, eh bien, si la maladie ne vous n'emporte pas le mourant rapidement, ben, le médecin va avoir la possibilité d'arrêter l'alimentation artificielle et l'hydratation. Ce qui fait qu'en fait la personne va mourir sur 6 ou 7 jours, déshydratée, desséchée, dans des conditions qui sont insupportables pour les proches. Et parfois je m'interroge, je me demande est-ce que les députés se sont posé la question de savoir comment on mourrait sous déshydratation, c'est-à-dire que les yeux s'enfoncent, la pose des squames, enfin c'est des conditions de fin de vie pour les proches qui sont tout à fait inacceptables. Et en fait c'est une hypocrisie totale puisqu'on refuse l'acte qui est d'aider à partir. Par contre, on débranche et on dessèche, on a soif en fait, en quelque sorte, le mourant pendant des jours durant. Donc c'est d'une hypocrisie totale, oui, la loi d'aujourd'hui, et que beaucoup de Français ne connaissent pas d'ailleurs. Hein, cette loi qui a été votée en 2016, on en a très peu parlé. Donc, Alors juste, quelle année vous venez de dire? 2016, c'était en février, le 4 février 2016. Voilà, celle-ci on la connaît moins. On connaît la loi Leonetti du début, mais là c'est la loi Leonetti... Leonetti-Claes, voilà. Qui était en fait une association d'un député de droite et de député de gauche. Moi je l'ai découvert dans votre livre, ça je ne le savais pas. Mais il y a 90% des Français, d'après mes propres sondages, qui ne connaissent pas la loi, alors que c'est quand même, elle régit la façon dont nous allons mourir, les droits que nous avons, donc c'est tout à fait étonnant, mais elle a été très peu relayée par la presse, et c'est aussi pour ça que dans le livre, je la dénonce, parce que je crois qu'il est important que les Français sachent qu'aujourd'hui, la solution qu'on nous propose, c'est nous déshydrater. Donc là, en fin de compte, ils ont fait du bricolage, quoi. Parce qu'au départ, il y avait déjà la loi Leonetti, et maintenant ils ont fait la loi Leonetti-Claes, et ils n'ont pas changé grand-chose. Oui, tout à fait. Ça fait 3 fois qu'ils viennent sur le sujet, ouais. Et en réalité, ils ne le traitent toujours pas. Tout simplement pour des raisons essentiellement de calculs électoraux, parce que le fait de légaliser le suicide assisté, par exemple, ferait réagir l'Église. L'Église, c'est 11 millions de catholiques en France, et certains, une partie d'entre eux tout au moins, crieraient à l'hérétique, et à partir de ce moment-là, ferait perdre des voix à l'homme politique qui le proposerait. Donc du coup, on ne traite jamais le sujet en réalité, alors qu'il a été traité dans tous les pays, la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, le Luxembourg. Et donc c'est impressionnant de voir que la patrie des droits de l'homme que nous sommes est très en retard sur le sujet ou n'arrive pas à gérer ce sujet. C'est une des promesses que François Hollande n'a pas tenues, vous le dites dans votre bouquin, ce que vous lui avez envoyé. Alors je ne lui ai pas envoyé, mais l'idée est bonne, donc je vais le faire. C'est vrai qu'il n'a pas tenu la promesse parce qu'avant de faire cette réforme qu'il avait proposée suite au décès de sa mère, donc Nicole Hollande en 2009, il avait découvert, parce que c'est souvent comme ça pour les hommes politiques, ils découvrent la vie réelle quand ils y sont confrontés, il a découvert que les soins palliatifs ne traitaient pas tous les cas et qu'elle était morte dans des conditions de souffrance insupportables. Et donc il avait proposé de légaliser l'euthanasie. Simplement, il a commencé d'abord par autoriser le mariage pour tous, ce qui a valu les manifestations qu'on a connues, puis la réaction de l'Église. Et donc, quand il est arrivé à cette proposition suivante, qui était donc celle de légaliser le suicide assisté ou l'euthanasie, eh bien, il a fait marche arrière sous la pression de l'Église. Donc, voilà comment, en réalité, il a abandonné et laissé courir cette loi comme un canard sans tête. Et le résultat aberrant, donc, il y en a découlé.